Bonjour à toutes et tous. Gaylor de Finreca, merci d'être présent pour ce workshop et puis merci à Mehdi qui est à l'initiative et qui a permis ce workshop, qui l'a rendu possible. C'est un plaisir pour moi de partager avec vous les informations liées à mon activité, à notre savoir-faire chez Finreca, à savoir le financement institutionnel que nous on appelle institutionnel, qui est plus généralement appelé financement public. Finreca, c'est un site dédié à la recherche d'aide financière qui reprend, qui vous restitue de façon la plus exhaustive possible l'ensemble des financements que vous pouvez solliciter auprès des organismes financeurs au sens large, c'est-à-dire les collectivités, l'État, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, la BPI évidemment. Et quand je parle des collectivités, il y a bien sûr la région Île-de-France pour les franciliens, mais il y a aussi les 12 autres régions françaises. Donc on couvre le champ de tous les organismes financeurs et de tous les secteurs d'activité, c'est-à-dire que nous renseignons dans notre base les 734 codes APE. Voilà pour la présentation dans les grandes lignes de finreca.fr. Moi, mon rôle, je suis responsable des opérations. Donc, je gère le back-office et le front. Je suis aussi en contact avec les clients au quotidien pour soit leur flécher des dispositifs dans le cadre de l'offre feuille de route, soit pour les accompagner pour leur démarche de financement dans le cadre du coaching du dirigeant. Aujourd'hui, c'est de vous présenter assez largement l'ensemble des dispositifs auxquels une startup peut prétendre pour lui permettre d'assurer ses premières dépenses, voire ses premiers investissements. Il y a un vrai sujet sur le lancement, c'est celui notamment du BFR, du besoin en fonds de roulement. Financer de la trésorerie, c'est pas toujours facile. Alors évidemment, hein, on peut utiliser ses propres deniers, son épargne quand on en a. Mais quand ce n'est pas le cas, quand on n'a pas une somme suffisante à consacrer à son projet d'entreprise, il y a d'autres solutions. C'est ce qu'on va voir ensemble et je vais essayer de vous dresser le parcours, la roadmap assez idéale pour une porteuse ou un porteur de projet ou un dirigeant, une dirigeante qui souhaite développer son activité. Alors, certains d'entre vous connaissent sans doute déjà quelques dispositifs. Je vais rappeler quelques règles aussi et je vais commencer dès à présent. Il y a une règle d'or du financement institutionnel qui est celle du 1 pour 1, c'est-à-dire 1 euro de fonds propres égale 1 euro de financement public au sens large du terme. Alors, qu'est-ce qu'on entend par fonds propres? C'est évidemment votre capital social, la somme que vous souhaitez consacrer à votre activité, à votre entreprise, mais ce sont aussi les comptes courants d'associés, c'est-à-dire le prêt que vous, en tant qu'individu ou que vous associez, concède à votre entreprise. Il y a souvent une répartition à la création entre le capital social et les comptes courants, tout simplement parce que le capital social est voué à être utilisé par l'entreprise, vous ne le récupérez pas, tandis que les comptes courants, si tout va bien et que votre entreprise est bénéficiaire ou à l'occasion d'une levée de fonds, vous pourrez les récupérer et reconstituer, rembourser les actionnaires ou vous-même si c'est vous le seul actionnaire de votre société. Donc, par fonds propres, on entend les fonds propres et quasi-fonds propres, c'est-à-dire qu'on inclut aussi les obligations convertibles. Alors, sur un démarrage d'activité, évidemment, ça va se contenter à votre capital social et au compte courant d'associés. Alors, il faut évidemment consacrer quand même au moins, je pense, 1 000 euros pour créer sa structure, parce que ça va souvent correspondre aux frais de constitution. Et après, bah, si vous êtes à sec, si je puis dire, pour pouvoir mettre le premier investissement, la première somme en compte courant pour permettre à votre entreprise de réaliser ses premières dépenses et, par exemple, aller jusqu'à la phase de preuve de concept, vous allez pouvoir vous tourner vers les premiers dispositifs. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais vous mettre sous les yeux une présentation, enfin, c'est un recueil en fait de questions liées au financement institutionnel sur lequel je vais développer. Si vous le souhaitez, on pourrait vous le mettre à disposition, je pense, par l'intermédiaire de Mehdi à la fin de ce workshop. Mais ce que je vais vous dire sera un petit peu plus de profondeur que ce que vous allez pouvoir lire sur le document. Et puis, ça pourra sans doute appeler quelques questions auxquelles on aura plaisir de répondre à la fin de cette intervention. Donc, je vous propose de partager de suite ce document et on commence par le prêt d'honneur que vous connaissez peut-être déjà, mais c'est quand même le meilleur moyen de constituer des fonds propres au lancement de son activité. Alors, il y a d'autres solutions, hein, mais là, on va aller sur des solutions de Love Money, par exemple, ou
ou de financement participatif qui ne sont pas du tout ma partie et je ne l'évoquerai pas. Le meilleur moyen d'aller chercher des fonds, c'est de s'adresser à un réseau de prêts d'honneur que peuvent être les réseaux initiatives ou le réseau Entreprendre, qu'on trouve dans toutes les régions. Ce sont des structures qui sont territorialisées, c'est-à-dire que dans un même département, vous pouvez avoir 3 réseaux de prêts d'honneur initiative ou 2 réseaux de prêts d'honneur Entreprendre. En France, on a 380 réseaux de prêts d'honneur initiative, enfin, antennes, pardon, et une cinquantaine de réseaux de prêts d'honneur. C'est totalement décorrélé des régions du département, ça résonne par territoire, au sens propre. L'objectif du prêt d'honneur, c'est d'aller chercher entre 7 et 30 cas en fonction du réseau de prêt d'honneur, en fonction du nombre d'associés, en fonction de votre projet aussi, et d'aller faire un levier bancaire. Première chose, le prêt d'honneur porte bien son nom, parce que c'est un engagement sur l'honneur de rembourser le financement. Donc, c'est un prêt sans garantie. Alors, parfois, on peut entendre, ouais, c'est pas vraiment un prêt sans garantie, parce qu'on est en transparence fiscale, si je peux dire, il n'y a aucun cloisonnement entre la personne physique qui emprunte, le dirigeant, et le réseau de prêt d'honneur. Ce qui est vrai, c'est-à-dire que le prêt, c'est un prêt qui est accordé à l'entrepreneur, mais pas du tout à l'entreprise. Et on a de fait une solidarité vis-à-vis de la dette. Sauf que l'engagement des réseaux de prêts d'honneur, c'est de ne pas aller chercher en garantie si le projet échoue. À condition, bien sûr, de jouer le jeu, c'est-à-dire d'injecter le montant du prêt d'honneur dans les comptes courants de l'entreprise. Et à condition d'avoir une bonne gestion de l'entreprise, c'est-à-dire de réaliser les dépenses ou les investissements qui ont été promises au réseau de prêts d'honneur. Moi, je n'ai pas vu de dossier de prêt d'honneur qui se termine mal avec le porteur de projet, à condition, bien sûr, de respecter l'engagement et de faire honneur à la confiance que nous a accordé le réseau, que ce soit le réseau Entreprendre ou le réseau Initiative. Alors après, quel réseau choisir? Ça dépend de votre projet, ça dépend de votre territoire, ça dépend de pas mal de facteurs. Dans les montants, c'est à peu près la même chose. Le réseau Entreprendre, ce sera sans doute un petit peu plus chronophage, si je peux dire, mais rien de péjoratif. Mais il propose un accompagnement un peu plus profond derrière que le réseau Initiative. Donc, si on a besoin d'être entouré, on va plus se tourner vers le réseau Entreprendre. Si on se sent plus autonome dans le développement de son activité, on peut s'arrêter au niveau du réseau Initiative. Pour info, réseau Initiative, c'est animé par les CCI de France. Réseau Entreprendre, c'est un réseau d'entrepreneurs privés, on va dire, qui viennent soutenir l'activité économique de leur territoire. Dans les 2 cas, c'est largement abondé par les banques qui ont tout intérêt à développer l'économie de leur territoire. Donc là, dans les conditions, il y a souvent un différé de 6 mois, mais ce n'est pas automatique. Et ce qu'il faut retenir, c'est que vous êtes obligé d'aller chercher, enfin quasiment dans 95% des cas, il faut aller chercher un prêt bancaire en complément du prêt d'honneur. L'idée du prêt d'honneur, c'est de faire levier sur un prêt bancaire. Donc généralement, on va vous conditionner l'octroi du prêt d'honneur à l'obtention d'un prêt bancaire. Et inversement, la banque sera plutôt rassurée de savoir que vous avez obtenu un accord de principe du réseau de prêt d'honneur. C'est une validation entre pairs, en fait, qui rassure tout le monde et qui vous permet d'avancer entre réseaux d'abord et en fonds propres. Alors, sur le fond, sur l'accord, sur le prêt bancaire, il faut se rassurer aussi. Il existe dans la plupart des régions des systèmes de garantie. Et même avant ça, au niveau de la BPI, quand on est créateur, c'est-à-dire qu'on a moins de 3 ans, on bénéficie d'une garantie bancaire de l'ordre de 60% pour les entreprises en création. Et parfois, on a un complément de la région de 10%. C'est-à-dire que le crédit est garanti à 70%. Alors, quid des 30% restants? Là, ça dépend de la banque. Il y a des banques qui jouent le jeu et qui ne vous demanderont pas d'être caution, de ne pas être garant du prêt bancaire accordé à l'entreprise. Donc, ça revient après sans garantie. D'ailleurs, ce sont des établissements qui communiquent beaucoup sur le sujet et souvent, ils marketent ça sur des prêts créateurs et ils vous permettent d'aller chercher généralement jusque 50 cas sans création. De toute façon, le réseau de prêt d'honneur va vous demander le plus souvent d'aller chercher au moins le double du montant du prêt d'honneur accordé. Donc, pour faire simple, si on obtient 15 cas de prêt d'honneur, il faudra aller chercher au moins 30 cas de prêt bancaire auprès d'une banque qui, encore une fois, joue le jeu sur le prêt à la création. Il y a des réseaux bancaires qui vont vous demander d'être caution pour 30% du financement, c'est-à-dire le seul qui n'est ni garanti par la BPI ni par la région. Mais encore une fois, ce n'est pas une fatalité.
pouvez très bien obtenir 30, 40K, 50K même en banque sans être garanti. Alors le prêt, ce n'est que de la trésorerie, le prêt bancaire, mais c'est déjà pas mal. Enfin, si vous allez chercher 15K de prêt d'honneur et que vous prenez 45K de prêt bancaire, bon, bah, vous arrivez avec 60K pour faire face aux premières dépenses, voire aux premiers investissements de votre projet. Donc là, on a posé un petit cas pratique sur notre fascicule, mais je vous l'épargne. C'est juste qu'il faut retenir, c'est qu'avec un apport limité à 5 000 euros, on peut arriver à une somme totale de 70 000 euros juste en sollicitant un réseau de prêt d'honneur et une banque. Alors, les livrables, ce sera évidemment un BP financier sur 3 ans et une présentation de votre projet, plus des canevas imposés. C'est-à-dire que systématiquement, pas pour la banque, hein, mais le réseau de prêt d'honneur va vous imposer ces canevas. Mais dès lors que vous avez constitué des documents solide pour adresser à la banque au prêt d'honneur, il n'y aura pas un effort très important à faire pour matcher, pour fitter en fait avec les canevas qui vous seront imposés par le réseau de prêt d'honneur. Donc, je sais que le sujet bancaire n'est pas toujours considéré avec attention. Pour autant, c'est quand même un formidable levier, notamment pour se constituer de la trésorerie à la création. Et les banques, enfin certaines banques jouent encore le jeu des prêts créateurs d'entreprise. Donc, faut pas, selon moi, hésiter à aller chercher un matelas de trésorerie confortable et démarrer sereinement pour commencer à envisager d'autres dispositifs. Donc ça, c'est la trésor. Sur le plan des fonds propres, il faut bien se souvenir que les 15K, éventuellement, vous aurez reçu du réseau de prêt d'honneur ou s'il y a 2 associés et que vous demandez 15K chacun, vous pouvez aller à 30, hein, bien sûr. Vous avez le Paris Initiative Entreprendre, par exemple le PIE sur la ville de Paris, et vous en avez dans toutes les régions. Ça permet de les injecter en compte courant et donc de disposer de 15, si on est à 15K ou même 34 fonds propres si on est à 2 associés, de pouvoir commencer à solliciter des premiers niveaux de subvention ou de dispositifs publics. Alors, un dispositif qu'on connaît bien, c'est la bourse French Tech. Donc, c'est une subvention à l'innovation qui est attribuée par BPI, qui concerne les projets de création très clairement à potentiel. Donc, il ne faut pas forcément avoir un projet avec de l'innovation deep tech sur la bourse French Tech, mais il faut quand même avoir un projet avec un potentiel identifié. Donc, on va dire une forte scalabilité du modèle, par exemple. Et puis, une forme de rupture avec l'usage, le marché. Donc, c'est accessible aux personnes physiques, ça on le sait assez peu, c'est-à-dire en création, avant même d'avoir immatriculé sa structure, ou une fois immatriculé, mais il faut avoir moins d'un an. Il ne faut pas trop tarder à déposer son dossier BFT, car le budget, comme pour la plupart, la majorité, enfin la totalité des dispositifs, le budget est limité. Donc, premier arrivé, premier service, et sur certains territoires, à partir de juillet-août, ça devient très compliqué, voire impossible d'obtenir une bourse French Tech. Donc, en région, ça reste quand même plus accessible qu'en région Île-de-France. Enfin, pardon, je reprends, en région, c'est plus accessible qu'à Paris ou dans les Hauts-de-Seine, où la concurrence est rude. Donc, donc, 2 choses. Pour les franciliens, d'une part, faut quand même la tenter. Il n'y a pas de raison. Votre conseiller BPI qui analyse votre dossier peut être séduit et porter votre projet et vous accorder une bourse French Tech. Et une solution de repli éventuelle, qui n'est pas plus facile, hein, mais c'est le Innovap Faisabilité, qui finance aussi du prototypage, qui lui vient pour le même montant en subvention. Donc c'est accordé c'est un financement de la région, mais c'est analysé aussi par la BPI. Donc ça peut être une solution de repli, notamment si vous avez laissé passer la première année. Donc en Ile-de-France, si on est après un an et qu'on a oublié ou qu'on n'a pas eu la bourse French Tech, on peut tenter Innova Faisabilité, mais là il faut qu'on soit sur les dépenses de faisage, c'est-à-dire de prototypage avec un sujet innovation. C'est clairement un peu plus difficile à obtenir que la bourse French Tech. En région, on peut se replier sur l'AFI. Donc, l'aide à la faisabilité d'innovation, on ne la retrouve pas en Ile-de-France tout simplement parce qu'il existe le dispositif Innova FESA, mais partout ailleurs, on peut solliciter l'AFI directement auprès de la BPI, donc aide à la faisabilité d'innovation, pour aller financer la trésor, hein, clairement, qui vous permettront soit de faire un recrutement, payer de la presta, enfin, l'assiette de dépenses sur ces dispositifs est très large et c'est assez confortable.
Je reviens rapidement sur la BFT. Attention, il n'y a aucune subvention ou dispositif ne vient financer 100% de vos dépenses. Jamais. Et là, en l'occurrence, c'est 70% des dépenses. Donc, ça suppose d'avoir un apport de 30%. En clair, il faut au moins 15 cas propres pour aller chercher la BFT à 30. Parce que si on pose le calcul, sur un budget de 45, la BFT peut intervenir à 30 000, mais encore faut-il avoir 15 000 euros de fonds propres. Il est clair que l'organisme financier ne va pas vous financer si vous n'avez pas les moyens de financer la totalité du projet et que vous ne pouvez pas aller au terme. Donc, on ne s'adresse pas à la BPI avec 1000 euros de capital social. Il faut d'abord avoir au moins son prêt d'honneur si on ne peut pas injecter ses propres deniers dans son affaire. Donc, mais par contre, dès lors qu'on a 15 cas de fonds propres, on va dire 16 000 d'ailleurs, si on compte 15 KE de prêt d'honneur et 1000 euros de capital social, dès lors qu'on a 16 cas de fonds propres, on peut aller chercher la BFT à hauteur de 30 K et financer son projet. Donc, 30 000 euros de subvention, c'est une subvention qui est en subvention d'investissement. Donc, en tant que tel, ça ne va pas venir gonfler vos fonds propres, mais ça vous apporte un matelas de trésor sans alourdir votre bilan, parce qu'évidemment, une subvention, ce n'est pas un prêt, donc c'est quand même une rentrée. C'est un produit d'exploitation qui vient alimenter votre compte, le compte de l'entreprise et qui vient donc en complément, si on reprend, de votre prêt d'honneur de 15K, d'un prêt bancaire, disons, de 30K, donc ça vous fait 45, plus on va retenir 24 de bourse French Tech, vous n'ayez pas été salué en totalité. Vous arrivez à 60K sur un premier tour de financement sur une vision assez prudente et sans doute 75 à 80K sur une vision un peu plus optimiste. Tout dépend de la nature de votre projet et de l'assiette de dépenses que vous posez sur votre projet. Donc là, on a un cas pratique juste sur les modalités de versement. En partant du principe que vous avez un accord sur 30K, vous recevez dans un premier temps 21 000 euros à la signature du contrat et le solde sur présentation des justificatifs de dépenses. Alors quand? Une fois que vous aurez réalisé les premières dépenses. Il n'y a pas vraiment de timing pour obtenir la deuxième tranche. Tout dépend de votre capacité à avancer sur votre projet et d'honorer les dépenses que vous aurez mises sur votre BP financier et sur le canevas imposé par la BPI de la bourse French Tech. Au niveau des livrables, c'est assez simple. C'est dès lors que vous avez constitué un dossier pour la banque et le prêt d'honneur, vous disposez des inputs pour déposer votre dossier bourse French Tech sans difficulté. Alors après, dès lors qu'on a fait ces premiers financements, on peut aussi aller chercher un concours éventuellement. Alors le seul concours que vous pourrez solliciter sans avoir de fonds propres ou avec 15 cas de fonds propres, c'est iLab. Mais attention, c'est un concours qui est difficile, plutôt orienté deep tech, donc avec des projets d'innovation qui font appel à la R&D pure. Il ne s'agit juste pas d'avoir une idée d'innovation de rupture, d'une innovation de marché ou d'une innovation d'usage. Il faut une innovation qui a recours à des technologies à l'état de l'art quasiment. Il faut avoir identifié des verrous technologiques solides pour lesquels il y a une forte incertitude. D'une manière générale, la subvention vient financer l'incertitude. Dès lors qu'on a passé ce cap d'incertitude, on va être davantage sur des prêts, des avances remboursables, enfin, dans l'ordre des avances remboursables, des prêts à taux zéro et des prêts classiques, mais sans garantie quand il s'agit de financement. Mais la subvention, c'est l'incertitude. Donc les concours très bien notés, donc iLab, on peut aller chercher de 100 à 600 000 euros. Et il n'y a pas besoin d'avoir de fonds propres pour aller chercher, par exemple, 200 000 sur un concours iLab. Alors, encore faut-il, donc c'est l'exception qui confirme la règle, hein, c'est le seul dispositif qui échappe à la règle des fonds propres, mais encore faut-il avoir un projet et une capacité d'itération, si je peux dire, d'être capable de convaincre sur votre projet et de passer déjà la première étape des écrits. Et ensuite de passer l'oral une fois que vous avez eu la première sélection iLab. Bon, déjà, quand on passe les écrits sur iLab, c'est beau. Il faut savoir quand même que pour ce concours, il y a beaucoup de structures qui font appel à des cabinets d'accompagnement comme de l'autre. Donc la concurrence est rude parce que vous avez des professionnels d'une part du financement public qui sont face à vous et d'autre part vous avez des équipes très solides, très bien structurées qui déposent le dossier iLab. Même si ça s'adresse aux entreprises, aux structures. Donc, on peut solliciter iLab en tant que personne physique en création avant même d'être immatriculé et il faut avoir moins de 2 ans.
Petite précision, subtilité, si quelqu'un obtient la bourse French Tech émergence. Émergence, c'est un petit plus. On peut aller chercher, pas 30K, mais jusqu'à 90 000 en bourse French Tech si on a un projet, on va dire, je vais résumer, mais qui sort du lot, qui est vraiment exceptionnel aux yeux de la BPI. Donc, il y a très peu d'élus par an sur la BFTE. Mais si on est labellisé BFTE, dans ce cas, on peut candidater 2 fois à ILAB. Ça, tout le monde ne le sait pas, mais si jamais certains d'entre vous ont obtenu la DFTE ou pensent pouvoir l'obtenir, sachez que vous aurez une deuxième chance pour ILAB. Voilà, je ferme la parenthèse. Sur le concours en question, toute la suite des dispositifs mérite d'avoir une injection en fonds propres à hauteur des financements espérés. Donc, à un moment donné, se pose forcément la question de la levée. En l'occurrence, là, on est plutôt à un stade d'une levée en seed. Mais si on reprend bien, on a réuni, en fait, une fois qu'on a réuni 60 à 80K, il faut être en mesure d'aboutir à sa preuve de concept. Sachant que dans mon scénario, on n'a rien mis en fonds propres, on n'a pas consacré son épargne personnelle à son projet. On n'a pas liquidé ses droits du Pôle emploi dans le cadre du dispositif pour pouvoir avancer dans son projet. On s'est contenté de mettre 1 000 euros, on a fait un prêt d'honneur, un prêt bancaire et on a eu la chance d'obtenir soit une bourse French Tech, soit une AFI si on n'a pas eu la BFT et idéalement encore mieux l'innovable faisabilité. Avec tous ces financements, il faut poser votre plan de développement pour arriver à une preuve de concept qui vous permet de lever en cible. Parce que vous allez avoir besoin de fonds propres pour la suite du parcours. Et dès lors que vous arrivez à convaincre des investisseurs, alors que ce soit des business angels ou carrément un VC, admettons, ça paraît un peu, le en site, ça paraît peut-être un peu prématuré, mais pourquoi pas. Et bien dans ce cas, ou un family office évidemment, dans ce cas, vous pouvez vous orienter vers des financements très intéressants auprès de la BPI, comme le prêt d'amorçage. Alors, le prêt d'amorçage, c'est un dispositif qui vient féliciter votre levée de fonds à hauteur de 50% de votre levée. Donc, il faut lever au moins 200K pour aller chercher un prêt d'amorçage. Le montant s'élève de 100 à 300 000 euros pour le PA normal. Et si jamais vous faites une plus grosse levée, une pré-série A par exemple, dans ce cas, vous pouvez chercher le prêt d'amorçage d'investissement. Qui lui va de 200 à 500 000. Donc, dans le premier cas, en gros, si on lève 200, on peut aller chercher 100 en prêt d'amorçage. Et dans le deuxième cas, si on lève 400 à minima, on peut aller chercher 200 en prêt d'amorçage d'investissement. Donc, la différence entre les deux, c'est juste les bandes de montant. Le PAI étant le grand frère du PA. Donc, il y a évidemment des modalités. Donc, on voit la première, c'est le prêt plafonné à 50% du montant de la levée. Il y a un différé d'amortissement de 2 à 3 ans. Alors, il faut savoir que ce n'est pas un prêt gratuit, ce n'est pas un prêt à taux zéro, il est à 3,5%. Enfin, en tout cas, en 2020, il était à 3,5%. Ce qui peut paraître coûteux compte tenu du marché des taux, mais ce qui est finalement très intéressant car ça coûte moins cher que de la dilution. Surtout, alors sur le coût de l'usure du taux, je reviens là-dessus, c'est pas élevé parce qu'on a quand même 24 à 36 mois de différé. Alors, tout dépend, en 24 à 36 mois, tout dépend de la roadmap technique que vous allez poser sur votre financement ou du plan de développement que vous allez poser sur votre besoin de financement. Ça va être déterminé avec un échange avec le conseiller de la BPI. C'est pas un financement qui est difficile à obtenir en soi. Déjà, si vous avez levé, c'est a priori vous avez un projet qui tient la route. Mais c'est un financement qui va pouvoir être complément, enfin, intervenir en amont d'un autre prêt qu'on va voir, dont je vais vous parler rapidement, qui est le prêt innovation. C'est-à-dire que post-levée, vous devez solliciter dans les 3 mois qui suivent l'effectivité de votre levée. C'est-à-dire une fois que vous avez reçu les fonds, vous avez 3 mois pour solliciter le prêt d'amorçage. Au-delà de 3 mois, c'est trop tard. Donc ce serait dommage de passer à côté. Si c'est le cas, ce sera pour une prochaine levée, évidemment. Et vous pouvez, en complément, demander soit une aide à l'innovation, aide au développement de l'innovation, ou un prêt innovation. Après, le choix entre les deux, c'est à définir avec le conseiller BPI. Mais dans ce scénario, vous faites du 1 pour 1. C'est-à-dire que si vous levez, admettons, 300 000, si vous levez 300K, vous allez chercher un prêt d'amorçage à 150 000 et vous pouvez chercher un prêt ou une ADI, plutôt une ADI vu le montant, à hauteur de 150 000 euros. Ce qui veut dire que vous faites du 1 pour 1, vous levez 300 en privé
vous levez 300 en public. Sur les 300 levés en public, ce ne sont pas des fonds propres, parce que ce sont des prêts. Donc, ça va juste venir grossir votre trésorerie. Et dans les deux cas, vous aurez, on va dire, 2 ans de différé minimum. Donc, largement le temps d'avancer sur vos projets d'innovation et d'arriver à la phase de commercialisation où non seulement la commercialisation a déjà débuté, mais vous allez pouvoir continuer à développer les fonctionnalités de votre application, par exemple, ou ajouter des offres dans votre business model. Encore une fois, il n'y a évidemment aucune garantie et puis les coûts sont ridicules, hein, selon moi, compte tenu de la valeur ajoutée du dispositif et de l'accélérateur en termes de financement pour votre projet. Donc, bien retenir, s'il y a levé, il y a prêt d'amorçage plus un complément prêt INO ou ADI, si évidemment vous avez un sujet d'innovation. Si vous faites du e-commerce, il n'y a pas vraiment de sujet sur le prêt INO, mais vous pouvez aller chercher un prêt d'amorçage. Là, on a fait un cas pratique sur une levée de 700K où notre Wilfried, en l'occurrence, avec son certificat de dépôt des fonds, le PV-d'AG et les statuts à jour, il obtient 300K. Donc, on est sur une Pourquoi il ne touche que 285 000 euros, pardon, ce que je voulais vous préciser, c'est qu'attention, il y a une retenue de garantie de 5%. Il correspond à 15 000 euros en valeur absolue. Donc, toujours faire attention quand vous montez un plan de financement, si vous voulez être précis. Et 15 000 euros, c'est pas un détail, de bien faire attention aux retenues de garantie qui sont très souvent, si ce n'est systématiquement, associées au financement. Bon, là, dans le cas de Wilfried, en gros, il a levé 1 million en tout, avec 700 000 euros seulement auprès d'investisseurs privés. Alors là, j'ai un sujet qui revient régulièrement vis-à-vis de mes clients, c'est quid du statut JEI, c'est-à-dire jeune entreprise innovante. Alors, les bénéfices, les avantages du JEI, c'est assez simple, je vous les donne tous. Le premier, l'exonération d'IS, mais c'est peut-être pas le sujet du jour, mais ça, c'est pas tout le temps, mais on a 100% d'exo la première année bénéficiaire et 50% la seconde année bénéficiaire. Je vous en parle quand même parce que si on obtient le statut GEI, c'est dommage de faire un bénéfice de 5 000 euros parce qu'on a mal piloté son compte de résultat et de griller, entre guillemets, son exo d'IS de première année sur un résultat net de 5 000. Ça, c'est une petite parenthèse. Exonération de la circulation économique territoriale et de la taxe foncière pendant 7 ans, c'est pas neutre du tout sur 3. Tout dépend où vous êtes implanté, mais c'est pas un petit sujet. Et enfin, c'est le gros morceau. Exonération partielle de cotisation sociale sur la rémunération du personnel affecté aux tâches de R&D à titre principal. Donc ça, c'est très important si et seulement si vous prévoyez d'internaliser, de recruter en CDI des ingénieurs qui seront affectés à des tâches de R&D. Donc, quels que soient en fait les domaines d'innovation que vous comptez développer, si vous passez par des prestats en France ou ailleurs, alors, il n'y a pas de sujet JEI. Mais dès lors que vous comptez les intégrer en CDI dans votre activité ou que les associés de votre structure soient des ingés et travaillent sur les tâches de R&D, là, vous avez intérêt à regarder de près la question du statut JEI. Il y a aussi un dernier effet positif, c'est l'exonération de plus-value sur les cessions de titres, mais c'est conditionné, je ne vais pas développer, je peux pas développer ici là-dessus. L'exonération est plafonnée à 5 fois le PAS, le plafond annuel de la sécurité sociale. Donc ça, c'est une donnée un peu technique, mais s'il y a des DAF qui nous écoutent ou des personnes qui sont en prise avec les sujets financiers, il ne faut pas oublier de caper toujours l'exo de charge sociale du GEI. Donc, il faut avoir moins de 8 ans quand on sollicite le statut. À la fin de la 8e année, le statut s'éteint. Et on peut retraiter les charges salariales en cours de l'année. Enfin, si on l'obtient en 2021, on pourra retraiter les charges des ingénieurs ou docteurs affectés à des tâches de R&D sur l'année en cours.
Par ailleurs, c'est aussi un label. Alors, ce n'est pas qu'un label, hein. On ne fait pas du GUI pour être GUI, mais avoir un statut GUI pour un investisseur privé, ça montre qu'il y a un vrai sujet inno qui a été validé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Parce que même si c'est un dispositif fiscal et social, donc il y a les deux volets, ce n'est pas Bercy en tant que tel, enfin, ce n'est pas le SIE de votre arrondissement ou de votre ville métropole qui valide le dossier GUI, c'est le MESR, ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, des ingés du MESR qui vont s'assurer la pertinence, de la profondeur, de la cohérence de votre projet et ce que vous considérez être un projet innovant, donc prétendre au statut d'entreprise innovante, est-ce qu'il est recevable? Donc, c'est un dossier qui est assez lourd à constituer, qui, bien fini, peut faire il y a au moins 30 pages en déclaration sur le projet en tant que tel. Il faut présenter les équipes, l'intégralité des diplômes, les statuts. Enfin, il y a une gamme de justificatifs très lourd. C'est assez lourd à constituer, mais globalement, le jeu en vaut la chandelle. Beaucoup de structures se font accompagner sur le JU. Non, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Alors oui, on pose souvent la question, pourquoi demander un rescrit? En fait, la façon dont je vous présente les choses, c'est dans le cas où on demande un rescrit, c'est-à-dire on fait valider, on demande à l'administration fiscale si vraiment son entreprise peut bénéficier du statut GUI. Certaines s'autoproclament jeunes entreprises innovantes en remplissant en fait un CERFA dédié. Moi, je ne le recommande pas. Tout simplement parce que en cas de rattrapage, ça peut faire très mal. Imaginez qu'on rattrape, qu'in fine votre statut GUI soit remis en cause et qu'on rattrape votre taux de charge. Donc pour les charges, on va passer de 47%, je ne l'ai pas dit, à 23%. C'est énorme. Donc en gros, on a 24 points d'écart sur une masse salariale importante. Ça peut faire très mal en cas de remise en cause d'un statut GUI qui aura été autoproclamé. Donc mon conseil, c'est de solliciter un rescrit et quitte à essuyer un refus et à devoir conduire son développement sans cette réduction de charge sociale. Mais encore une fois, si le projet rentre avec les critères d'analyse du MESA, il n'y a aucune raison d'avoir un refus. Par ailleurs, on entend aussi souvent que de toute façon, l'administration publique a 3 mois pour se prononcer et qui dit mot consent, c'est-à-dire si on n'a pas de réponse au bout de 3 mois, on aura de fait acquis le statut juridique. Alors oui et non, enfin, c'est possible, mais tout dépend du point de départ des 3 mois, c'est-à-dire que entre le moment, ce qui va compter, c'est l'accusé-réception par votre SIE référent. Et là, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc, dans les faits, on n'est pas à 3 mois. Ils prennent, je sais pas dire, mais ils prennent un peu le temps qu'ils souhaitent en accusant réception au bon moment de leur côté. Donc, ils savent très bien que globalement, ils ont pas une grosse bande passante et la difficulté d'analyser le dossier les incite à retarder l'accusé-réception des envois de demande de rescrit pour leur laisser le temps d'étudier. Après, ce qui peut sembler logique aussi, parce qu'il s'agit d'une réduction de charges sociales importantes, voire fiscales en cas de bénéfice. Donc, ce sont de toute façon des données publiques et la collectivité doit veiller à l'usage que sont faits des fonds publics. Donc, il est hors de question pour les impôts de se laisser assommer ou asphyxier par un délai qu'elles ne peuvent tenir. Donc, elles s'organisent pour allonger le délai de 3 mois en finissant habilement la date de réception de votre dossier. Quand bien même vous l'envoyez en commandé, hein, ça ne change rien parce que vous devez recevoir un accusé du SIE qui sont difficilement joignables par ailleurs. Voilà. Donc, ça prend 4-5 mois, c'est réglé, ça peut aller plus vite. Hein. Là, pour le coup, mon expérience que je vous donne, c'est sur celle de SIE exclusivement par exemple. C'est peut-être un peu plus facile en région. Donc, alors, je vous parlerai du CIR et du CIDUSI dans un petit peu plus tard. Vous avez peut-être déjà entendu parler du plafond des minimis. La règle des minimis, c'est un règlement européen qui vise à limiter la distorsion de concurrence, une sorte de dumping à la subvention. C'est-à-dire qu'on on a essayé de calmer un peu les États qui voudraient perfuser plus que de raison leurs entreprises, on va dire, innovantes, mais pas seulement. Donc il y a un cadre.
il y a un cap à 200 000 euros sur une période de 3 exercices fiscaux pour la plupart des entreprises. Donc, c'est 100 000 euros pour les entreprises du transport, donc code APE qui commence par 53. Donc, faire attention, hein, parfois quand on veut développer une appli, solution innovante, je sais pas, une appli SaaS à destination du monde du transport, on pourrait être tenté de prendre un APE, un code d'activité en lien avec le secteur d'activité qu'on va servir, en activité de soutien par exemple, qui démarre par 53. Voilà, il faut être vigilant parce que vous pouvez être sous le coup du plafond de 100 000 euros Bon, sinon, c'est 200 k. Mais c'est pas si simple que ça parce que il y a ces 200 000 euros de subvention, mais on a aussi des équivalents subventions. C'est-à-dire que quand vous recevez un prêt innovation de la BPI, alors le prêt inno, pour le coup, il est hors minimum, c'est pas un bon exemple, mais quand vous recevez une aide à l'emploi d'une région, souvent ça tombe sous le coup des minima. Et dans les aides à l'emploi, vous avez un mix avance remboursable, subvention, ou avance remboursable, pardon, prêt. Et dans ce cas-là, on fait un calcul d'équivalent subvention. Alors, je ne vais pas trop vous embêter avec ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que premièrement, quand vous recevez une aide qui est soumise à minimis, enfin, c'est précisé dans le document de notification d'aide. En bas, enfin, dans le document, c'est écrit cette aide est soumise au règlement des minimis. Premier élément. Ensuite, on peut retrouver, hein, il y a une base, je crois que celle qui est disponible en ligne, elle doit dater de 2019, mais elle doit encore tenir debout qui recense tous les dispositifs soumis au minimis. Alors, il y a encore 2 ans, la BF, la bourse French Tech était soumise à minimis et selon mon interlocuteur BPI en Normandie, ce n'est plus le cas. La BFT est sortie de l'assiette des minimis. Pour autant, sur les documents de référence, elle y est encore présente. Donc, ce qui compte, c'est vraiment la notification de financement qui doit préciser si vous avez une subvention de la région ou un prêt qui doit préciser si ça ressort des minimis ou non. Si tel est le cas, c'est pas fini. Faut calculer l'équivalent subvention. C'est-à-dire, j'ai eu un prêt de 500 000, mais ça représente combien en subvention? Et là, il faut aller sur un portail dédié qui s'appelle ESB, c'est sur l'Europe s'engage en France que vous trouverez, qui va vous demander pas mal d'informations et qui va vous sortir un équivalent subvention pour vous permettre de compléter les tableaux, parce que dans beaucoup de canevas, on vous demandera de compléter le cumul des aides que vous avez obtenues d'une part et d'autre part des aides soumises au menu que vous avez obtenues. Alors c'est du déclaratif, certes, mais je vous encourage vivement à compléter ces documents rigoureusement quand vous pouvez solliciter vos financements pour éviter qu'on vous dise un premier oui et qu'au moment du décaissement ou de l'ultime comité, quelqu'un se réveille et vous dit ah ben non, finalement, vous avez déjà obtenu 150K sur les 3 exercices fiscaux, donc on ne va pas vous donner 100 000, mais que 50 000. C'est un peu dommage, hein, surtout si vous êtes un peu short cash, tout apprendre au dernier moment qu'il vous manque 50. Alors, ça n'aurait rien changé de toute façon, mais ça aurait pu être anticipé. Donc, quand vous voyez minimise, ne vous inquiétez pas trop, juste quand vous recevez une aide, une subvention après d'un organisme public, soyez attentif à voir si ça rentre dans l'assiette des minimis. Là, on a posé un calcul pour essayer de bien illustrer le mécanisme. Je ne vais pas vous le détailler ici, mais parce que ça prend du temps pour bien comprendre le mécanisme, mais c'est l'illustration. En tout cas, ça démontre que c'est bien de poser une feuille Excel pour être sûr à chaque fois de connaître son disponible minimise. Et il faut retenir aussi toutes les subventions liées à l'emploi, généralement, sont soumises à minimise. Bien, je ferme la parenthèse. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Maintenant, je vais vous évoquer le CIR, le crédit d'impôt recherche. Alors ça, c'est un peu en lien avec notre statut JEI d'ailleurs. Donc, toute entreprise peut solliciter du CIR, y compris les grands groupes, comme les constructeurs automobiles, par exemple, ou les laboratoires de recherche. On en parle un petit peu en ce moment. Donc ça vient soutenir les dépenses de recherche fondamentale ou appliquées. Donc nous, c'est plutôt la partie appliquée, évidemment, qui nous intéresse, et dépenses de développement expérimental. Donc l'assiette des dépenses est très large. Ce qu'il faut retenir, ce qu'on met la plupart du temps, ce sont les salaires. Les salaires des effectifs à clé qui sont sur des postes de recherche appliquée. Donc,
Un dev, pour faire simple, quelqu'un qui fait de l'UX design ne va pas rentrer dans l'assiette CIR, mais un data analyst va rentrer dans l'assiette CIR. Donc, je vais vite, mais dans les grandes lignes, c'est ça. Ce seront systématiquement des ingénieurs qui vont rentrer dans le CIR. On peut aussi avoir l'équipe dirigeante pour leur vision produit, pour une petite quote-part de leur temps. Du temps, voilà, qui est à hauteur de 20 ou 30% de leur temps, parce que c'est eux qui dessinent les grandes lignes du produit et qui ont une vision long terme du produit. Donc, c'est quand même mieux de se faire accompagner pour être précis et on va dire irréprochable sur les dépenses CIR qu'on propose à l'administration fiscale pour obtenir un crédit d'impôt qui s'élève à 30%. Donc, il n'y a pas de limite, si ce n'est votre montant de chiffre d'affaires, car quand on dépasse 100 millions d'euros de chiffre, on n'est plus à 30%, on est à 5%, mais bon, il n'y a pas trop de sujet. Retenez que c'est 30%. Donc, le crédit d'impôt recherche, ça représente des sommes assez importantes quand on commence à avoir des effectifs R&D conséquents, et ça peut aller vite sur des projets où il y a du gros dev, il y a de l'analyse de données, par exemple sur les entreprises de RegTech, ou même DedTech, hein. Vous avez forcément des sujets des grosses données à traiter, des sujets de conteneurisation, d'analyse, des sujets importants sur le plan d'innovation. Il faut des équipes pour soit continuer à développer, ajouter des fonctionnalités, aller un peu plus loin, faire de la concurrence, se rapprocher de l'état de l'art. Et dans ce cas-là, il y a des sujets aussi en cybersécurité, les masses de montant de ça est quand même très important. Donc, c'est un apport assez conséquent en termes de trésor. Alors, attention, toutefois, il y a de l'inertie, c'est-à-dire que faut compter 12 à 18 mois pour récupérer son CIR si on a son statut GU. Sinon, c'est plus long, ça peut prendre 2 ans. Pour autant, c'est pas une raison pour s'en passer parce que toujours avoir la vision concurrentielle. Hein, si un concurrent sur un même domaine fait du CIR et pas vous, bah, sur 5 ans, il va avoir accumulé un matelas de trésor assez conséquent qui lui aura permis d'avancer plus vite ou de recruter mieux, par exemple. Donc là, on a un petit cas pratique. On a Fleur qui a engagé 100 000 euros de dépenses de personnel R&D éligible au CIR. Donc ça fait pas beaucoup d'effectifs, hein, ce sont les salaires chargés. Elle a eu recours à des prestataires agréés CIR pour un montant de 200K. Donc là, on a une assiette de 300 000, plus elle a eu une subvention de 200 000 euros perçue en totalité. Et oui, il y a une petite subtilité sur le calcul du CIR. Donc les dépenses de personnel, 100 000 euros, il n'y a pas de sujet. On compte aussi les frais généraux forfaitaires, c'est-à-dire qu'on va considérer 43% des dépenses de personnel R&D en frais annexes en fait, qui sont utiles à la R&D, donc soit 43 000 euros. Les prestataires agréés, il n'y a pas de sujet, c'est 200 000. Donc ça, par exemple, c'est un laboratoire ou un centre de recherche pour faire ça. C'est pas un studio de dev, c'est quelque chose d'un peu plus consistant en matière de R&D. Donc là, on a une assiette de 343 000 et elle a reçu 150 000 euros d'aide R&D. Par exemple, un prêt innovation pour financer sa R&D. Donc son assiette égyptienne, ce sont ces 343 qu'on a calculés, moins les 150 parce que, par exemple, la BPI lui a déjà financé 150 000 de prêt inno pour vraiment le projet d'innovation. Donc il lui reste 193 à récupérer. 193, donc ça, ce n'est que l'assiette. Ensuite, on applique les 30% et là, on tombe à 57 900 euros de récupération du CIR. Donc là, sur mon document, on a mis qu'il y avait 3 à 18 mois pour récupérer le CIR, compter 12 et 18. Alors sinon, si son projet n'est pas éligible à du CIR en tant que tel, on peut s'orienter plutôt vers du CDI, du crédit d'impôt innovation. Donc là, c'est pas de la recherche et développement, c'est l'innovation au sens très large. Je prends souvent comme exemple une entreprise de parfum ou de savon qui crée de nouveaux parfums, de nouveaux savons, peut aller chercher du CDI à condition de créer de façon ex nihilo, si je puis dire, un nouveau produit. Donc, ce sont les dépenses de prototypage. Donc là, dans mon cas, ce sera les dépenses les nouveaux moules qui permettront de faire des nouveaux savons, par exemple. Je prends un exemple un peu indus, mais c'est plus simple d'imaginer. Si vous développez une nouvelle fonctionnalité,
qui n'est pas pour un usage interne, mais qui vient entrer dans votre offre pour l'ensemble de votre cible, que ce soit une cible grand public ou une cible B2B, que ce soit ce qu'on appelle un produit sur étagère, hein, pas d'usage propre. Vous allez pouvoir passer du C2I. Donc le taux n'est pas de 30%, mais de 20% des dépenses éligibles, et c'est plafonné à 80 000 € par an. Enfin, l'assiette est de 400 000, c'est-à-dire que votre C2I ne peut pas dépasser 80 000 € par an. Et évidemment, dans le C2I, on passe aussi les dépenses de personnel. Les dépenses externalisées, ça rentre à condition que vos prestataires soient agréés C2I. Donc ça, c'est très bien il faut être très attentif quand on doit faire appel à des prestataires. Quand vous devez recenser une liste de prestataires, regardez ceux qui sont agréés C2I. Alors, c'est pas ça qui va déterminer votre choix, hein. Si vous devez faire du dev, c'est pas que l'agrément C2I qui va vous entériner votre décision, mais si vous hésitez entre deux cabinets et que l'un est agréé C2I, il n'y a pas de sujet. Vous allez pouvoir passer 20% des dépenses dans l'assiette du C2I. Donc, pas neutre du tout. On précise, hein, là-dessus, on est exhaustif, les frais de dessin de modèle, les frais de brevet, les dépenses de fonctionnement qui sont forfaitaires et les dépenses de personnel. Il faut retenir que ce sont essentiellement les dépenses de personnel dans les faits que vous allez passer en C2I. Une fois encore, donc là, il n'y a pas de limite d'âge, de maturité, on peut toujours faire du C2I. Bon, même si vous allez chercher 30 cas de C2I par an, sur 3 ans, c'est 90 000 € que vous avez récupéré, que vos confrères normalement concurrents n'ont pas récupéré. Dans cet exemple, je passe au cas pratique qui est sensiblement le même que celui du CIR. Alors, je fais un petit point sur le site de financement. On est parti sur un petit capital social, un prêt d'honneur couplé à un bancaire qui nous a permis d'aller chercher les premiers niveaux de subvention, comme la bourse French Tech ou l'Innova Faisabilité, et ou l'AFI si on est en région. Ensuite, on a réussi à faire un POC, ce qui nous a permis d'avoir une première petite levée qu'on a complétée avec un prêt d'amorçage, éventuellement une alignation de la BPI. On est allé plus loin dans son mission de développement, on a réussi à avoir un petit peu de traction commerciale et de convaincre un investisseur, un VC cette fois-ci, pour faire une plus grosse levée. Et là, on est allé chercher un prêt d'amorçage investissement et compléter avec un prêt innovation. Donc, on a pu dérouler sa roadmap pendant 2 ans et continuer à augmenter ses efforts de commercialisation, d'augmenter ses ventes, d'enregistrer du chiffre d'affaires. On n'est toujours pas rentable, peut-être pas, mais on a un chiffre d'affaires assez conséquent à partir de 800 000 à 900 000 €. On peut commencer à aller chercher des dispositifs liés à l'export, par exemple. Avant ça, il y a un concours qui existe en Île-de-France qui s'appelle PME. On va dire que c'est le grand frère d'Innova. PME, lui, permet, dès lors qu'on a à partir de 900 000 €, je veux dire, de chiffre d'affaires, c'est fait pour accélérer encore plus la commercialisation, notamment à l'export. On peut aller chercher jusqu'à 250 000 € en subvention. Donc, encore faut-il avoir les fonds propres, parce que, attention, hein, quand on n'est pas rentable, on peut vite consommer le montant de la levée et se retrouver avec des fonds propres négatifs assez rapidement. Il faut toujours garder un œil sur le niveau de trésor et le niveau de fonds propres. Ils ne sont pas toujours corrélés, notamment par le jeu des prêts. Donc, toujours faire attention à son niveau de fonds propres pour continuer à prétendre à des concours. Je reviens un petit peu en arrière, pardon, mais sur Innova, parce que je vous parle d'Innova du volet faisabilité depuis le début. Il y a 2 autres volets. Il y a le volet expérimentation et le volet développement. Expérimentation, il faut travailler de pair avec une collectivité, je sais pas, le département, la région, une commune, la ville de Paris, donc c'est Île-de-France, hein, Innova. Donc, il faut faire une expérimentation avec un acteur public. Avoir un service, un produit à destination peut-être du grand public, mais qui peut être soutenu par un acteur public, par un applicatif d'optimisation de l'habitat social, que sais-je. Innova Développement, c'est quand on commence à aller plus loin en fait en traction et qu'on a un projet
projet très innovant, mais on n'est pas encore à maturité commerciale. Parce que dès lors qu'on est en maturité commerciale, on verra sur un concours PME. Je ferme la parenthèse sur PME. Dès lors qu'on commence à être bien sur sa zone de géance historique, c'est-à-dire qu'on a un territoire français, qu'on a du chiffre d'affaires, qu'on commence à avoir un chiffre d'affaires important et qu'on veut aller sur des marchés, aller sur des marchés à l'export ou s'internationaliser, c'est-à-dire ouvrir des bureaux, ne serait-ce qu'à l'échelle de l'UE, voire du Benelux, on peut s'adresser à la BPI et solliciter l'assurance prospection. Donc là, c'est très intéressant. Donc nous, on indique dans la fiche entre 1 million et 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais disons que si vous êtes un peu en dessous, mais que vous avez un trend, ils sont capables de projeter la courbe pour anticiper votre niveau de chiffre d'affaires et vous mettre dans l'assurance prospection. En fait, on va vous assurer jusqu'à 65% des dépenses de prospection. Et en soit une avance dans la limite de 50%. Donc, si on pose par exemple 300 cas de dépenses, on porte 150 000 d'assurance prospection. Ce qui permet quand même d'aller assez sereinement solliciter d'autres marchés. Clairement, si le chiffre d'affaires escompté n'est pas réalisé sur la zone, si on fait zéro, ça devient une avance remboursable, pas remboursable, ça devient une subvention. Si par contre on réalise du chiffre d'affaires, ça devient une avance. Enfin, l'avance remboursable devient après. Donc c'est quand même des conditions très très confortables pour aller chercher d'autres marchés sans prendre, enfin, sans faire porter le risque à sa structure. Voilà sur une présentation assez classique des parcours de financement qu'on décompose en 3 cycles. On va dire qu'il y a la phase de création, concept création qui nous amène sur les premiers niveaux, prêt d'honneur, prêt bancaire, première subvention PFT ou AFI ou subvention régionale, évidemment. Ce que je vous propose, c'est juste rapidement de faire un petit cas pratique pour vous faire voir ce que va pouvoir ressembler une feuille de route. Voilà, donc là, vous êtes maintenant sur Finreca, mon moteur de recherche. Donc, si je prends une structure créée tout récemment, je vais mettre à Bordeaux. On va sortir un peu de la région Île-de-France. Soyez vigilants sur votre code APE. Je viens par là. Là, j'ai pris 5829C, qui est l'édition de logiciel applicatif. C'est pas un hasard. Donc, si vous avez un projet de SaaS, c'est peut-être celui-ci qu'il faut retenir, ou programmation informatique, 6201Z. Ce qui est sûr, si par exemple vous avez un projet FineTech, ne prenez pas, évitez un code APE compris entre le 64 et le 66 de mémoire qui sont en lien avec la banque finance, où là vous n'aurez droit à aucune aide. Ce sont des secteurs comme l'immobilier qui ne sont pas soutenus. D'ailleurs, l'immobilier, même chose, si vous avez une PropTech en tête, si ça passe par une application, dans ce cas, vous faites de l'édition du logiciel, vous ne faites pas de l'immobilier. Donc, vous restez bien sur l'édition du logiciel applicatif. Donc là, je pars sur quelqu'un qui a quelques 1000 euros de capital, de fonds propres. Et qu'est-ce qu'on a quand on a 1000 euros de fonds propres en Gironde? On peut aller chercher 2 réseaux de prêts d'honneur différents. D'ailleurs, on peut les cumuler, le BPI et le réseau Initiative. Ensuite, il y a des dispositifs conjoncturels liés à la crise. Mais par exemple, en Nouvelle-Aquitaine, on a l'aide à la création de PPE entre 4 et 10 cas. Alors, c'est bien, mais il faut avoir sollicité le prêt d'honneur, parce que si on n'a que 1000 euros, on n'ira pas chercher la création de PPE. Il faut d'abord prendre le prêt d'honneur Initiative et l'obtenir. Donc, on va avancer un petit peu. On va dire qu'on a obtenu ce prêt d'honneur de 8K, qu'on avait déjà 2000 euros de capital social. Pardon, donc, on est à 10 000 en tout. Et dans ce cas, on va pouvoir aller chercher le pass startup à hauteur de 10 000 euros. Si on est sur un sujet innovant. Là, la création de TPE, ça va plus être pour les commerçants artisans sur du traditionnel. Donc là, on va s'orienter vers ce type de dispositif. On retrouve le concours ELAB qui est décorrélé des fonds propres, qui est une exception. Et admettons qu'on retienne le prêt d'honneur
on parte avec, pardon, on parte avec 15K de fonds propres. On va pouvoir aller chercher des prêts d'honneur un peu plus conséquents. Alors, imaginons que vous n'êtes pas seul. Vous allez pouvoir aller chercher jusqu'à 30 000, par exemple, au réseau Entreprendre Aquitaine, ou on va dire 1 000 euros par associé sur le réseau initiative. Si vous êtes à 30K de fonds propres, dès lors que vous avez obtenu un accord du réseau de prêt d'honneur, vous allez pouvoir commencer à solliciter des dispositifs un peu plus sympas. Vous voyez, là, je suis à quarantaine disponible. On va redescendre en page 2 tout de suite. Et là, vous avez l'ensemble des dispositifs de la région Nouvelle-Aquitaine. D'ailleurs, vous pouvez dire, tiens, j'ai quoi en local? Si vous voulez comparer un peu entre régions, dire, tiens, moi, je viens de Bordeaux, je fais mes études à Paris. Et je ne sais pas si je monte mon projet à Bordeaux ou à Paris, est-ce que l'écosystème est plus accueillant dans ma région d'origine? Ou est-ce que c'est mieux d'être dans le 75 ou dans le 92? Bah, vous pouvez vous amuser à benchmarker en changeant de département ici, à vous dire, voilà, bon, les subventions ou les aides, ça ne doit jamais être un facteur déterminant pour choisir une implantation. Attention. Par contre, si vous êtes seul, qu'il n'y a pas de notion d'équipe à ce stade et que vous avez la possibilité, bah, posez-vous effectivement la question par ce prisme-là. Alors évidemment, à Paris, je suis à 17 aides sur le 75 en local et je suis en Gironde à 27. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus de dispositifs pour les activités, on va dire, traditionnelles. Mais attention, Paris, c'est quand même très très bien perfusé, hein, il n'y a pas de souci. Vous retrouverez notamment, là en région Nouvelle-Aquitaine, je ne l'ai pas choisi par hasard, c'est une région qui est particulièrement bien notée pour les projets innovants. Le parcours innovation start-up, 30 000 à 3 millions d'euros. Clairement, quand on a 30 000 euros de fonds propres, il ne faut pas le solliciter. Ce serait vraiment dommage d'aller chercher innovation start-up pour 30K. Ça, pour moi, c'est un dispositif qu'on vient chercher post-levée, en complément d'une levée d'un prêt d'amorçage plus d'un prêt Eno, et on va chercher le concours de la région pour aller encore plus loin. Mais pour éviter d'aller chercher un dispositif pour sa borne inférieure, pardon, une logique enfin non pas d'optimisation, mais de sous-optimisation, si je peux dire. La région Nouvelle-Aquitaine, comme la région Île-de-France, comme la région Normandie, comme la région Grand Est, comme la plupart des régions françaises, vient bonifier le taux de garantie de la BPI de 60 à 70%, ce qui facilite très largement le financement bancaire et vous permet, dans la plupart des cas, de ne pas avoir recours, de ne pas avoir à mettre votre signature, c'est-à-dire à être caution de votre emprunt bancaire. Voilà, je voulais juste vous faire voir rapidement le parcours qui est ordonnancé sur le moteur classique pour constituer les premières aides et puis petit à petit monter en puissance, sachant que les dispositifs, oui, on trouve la BFT ici, hein, mais sachant que les dispositifs qui sont un peu plus costauds, c'est à partir de 104 fonds propres, où là, on va voir, je vais enlever le local par exemple, où on va avoir les dispositifs de la BPI qui vont sortir en page 3, je pense. Un petit peu plus loin, en page 4. Alors, voilà, le prêt d'amorçage dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, le French Tech Seed, c'est comme le prêt d'amorçage, mais que pour les projets tech. Voilà. C'est un dispositif qui date de 2020, qui est assez récent. Et puis, vous avez les dispositifs conjoncturels, vous retrouvez les crédits d'impôt, évidemment, et les garanties. Alors après, il y a des dispositifs qu'on peut solliciter logiquement qu'au bout d'un an. En fait, c'est pas que c'est un critère BPI, c'est que généralement, c'est difficile d'être prêt avant un an, dans la maturité de son projet, mais aussi dans l'effectivité de sa levée de fonds. Donc là, par exemple, je vous en parlais tout à l'heure, l'AFI, c'est un dispositif qui n'existe qu'en région, que vous n'aurez pas en Île-de-France. Parce qu'en Île-de-France, on a InnovUp, faisabilité et expérimentation. Mais celui-ci, si on a 54 fonds propres, on a déjà eu une BFT, mais servi partiellement, le pass startup à 10 000, on peut faire un très beau parcours de financement. Alors c'est pareil, hein, tout le monde ne sera pas élu sur ce type de dispositif, mais ça mérite de le tenter, surtout si vous croyez à votre projet. Rapidement, je peux faire autre chose. Alors, dans la plupart des régions,
mais par l'Île-de-France, il y a un dispositif moi, que j'aime bien, c'est de l'aide au conseil. Là, c'est Impulsion Conseil chez nous en Normandie, où on vient financer des dépenses, on va dire, stratégiques, non récurrentes. Donc là, on ne va pas financer votre expert comptable avec ça. Mais on vient payer 50% d'une facture, par exemple, si vous devez faire un audit réglementaire, si vous devez faire un audit pour obtenir un agrément spécifique, voire un audit technique, voire un audit SEO. On ne peut-être pas pousser trop loin le bouchon non plus, parce que le SEO est déjà un peu border. Mais c'est une prestation, en fait, une prestation de traduction de fonds. Vous pouvez aller chercher 50% de subvention. Donc, c'est de subvention pure à un conseil qui vient à 50% du montant des dépenses présentées. Vous avez souvent ça, des subventions pour le conseil et des subventions à l'emploi. On retrouve ces dispositifs dans la plupart des régions. Sur le fond, il faut bien vous dire que la plupart des dispositifs viennent quand même soutenir l'emploi. Donc, vous devez, quand vous présentez les éléments, avoir une courbe de progression des effectifs qui vient justifier en fait le recours au financement public, quoi. On vient financer la création de valeur, de richesse, certes, mais aussi une retombée positive sur le territoire. Alors là, après je termine, mais je n'ai pas coché les financements européens, tout simplement parce que le programme H2020 qui s'est terminé sur le cycle 2014-2020 était échu depuis le 31/12 et on a supprimé en base, je crois, 189 dispositifs européens. Et le prochain programme qui va s'appeler Horizon Europe, on n'a pas encore les aides. Donc, elles arriveront au fil de l'eau sur notre moteur. Mais là, si je coche les aides européennes, il y a encore quelques fonds européens, un type le FEAMP pour la pêche, voilà. Mais il n'y a vraiment plus grand-chose. La plupart arriveront au compte-gouttes à partir du mois d'avril. C'est les infos qu'on a à ce jour.